Le thème 1.03. Donc sur ce thème, l'idée est d'utiliser les tableaux et graphiques correspondants et les interpréter dans le cadre d'un contrôle d'étanchéité direct, y compris le contrôle du bon fonctionnement du système, donc diagramme, log, pression, enthalpie, l'étape de saturation d'un flux de frigorigide, le diagramme d'un cycle frigorifique simple à compression. Alors on va voir un petit peu tout ça, et nous on va surtout s'attarder au diagramme enthalpique. Alors voilà un diagramme enthalpique, donc là en l'occurrence je vous ai mis un diagramme enthalpique de R410A, mais il existe un diagramme enthalpique pour chaque type de fluide frigorigène. Alors tout d'abord sur ce diagramme enthalpique, ici on va retrouver tout ce qui va être les isenthalpes, donc les isenthalpes c'est-à-dire que c'est la même enthalpie, donc l'enthalpie on va la retrouver voilà, juste là, et elle va être nommée en kilojoules par kilogramme. Donc en fait, c'est la capacité de mon fluide à prendre de l'énergie, hein. Sur 1 kg de fluide, combien il va prendre de kilojoules par exemple, euh, le long de mon évaporateur. Donc ici, si j'ai un point qui va se trouver là, je descends tout droit, et là je vais pouvoir lire les enthalpies. Regardez, ça c'est censé indiquer ici, qui sont en kilojoules par kilogramme. Je vais avoir ici la ligne des isobars, donc isobar, ça veut dire que c'est la même température, hein, donc ça c'est ma température, voilà, qu'on va lire, température qu'on va lire, pardon, isobar, la pression. C'est la même pression en fait, donc j'ai un point ici, un point là ou un point là, ma pression sera exactement la même. Donc la pression, par contre, ici sur le diagramme, c'est de la pression absolue, et non de la pression relative. Ensuite, je vais avoir là les isothermes cette fois-ci, donc là les isothermes, c'est la température. La température, donc par exemple, si j'ai un point qui se trouve ici, pour lire ma température, à ce point-là, je vais descendre ici jusqu'à ma courbe de saturation et je vais lire ma température. Si j'ai un point qui se trouve là, bah voilà, je vais directement sur ma courbe de saturation, ici ou ici, et je lis la température. Et si j'ai un point qui se trouve dans cette zone-là, j'ai deux possibilités. Si par exemple mon point se trouve ici, où est ma souris, donc première possibilité, soit je remonte tout droit jusqu'à ma courbe de saturation et je lis la température, ou soit je descends également tout droit pour lire la température ici. Alors pour rappel, hein, sur mon diagramme enthalpique, ici dans cette zone-là, c'est mon fluide qui est à l'état totalement liquide. Ici dans ma cloche, là, je suis à l'état liquide plus gazeux. Et dès que je sors de ma cloche, ici, je suis totalement à l'état gazeux. Ensuite ici, c'est les isentropes. Donc les isentropes, c'est l'énergie qu'il va falloir pour 1 kg de fluide, quelle énergie je vais devoir avoir pour 1 kg de fluide à monter mon fluide à 1 degré, hein. Donc c'est l'énergie que je vais apporter euh, du, du fait de ma compression. Donc c'est ce qu'on va appeler les isentropes, qui sont en kilojoules par kilogramme degré. Et ensuite, je vais également avoir là le volume massique de mon flux frigorigène à l'aspiration de mon compresseur par exemple, qui va être en mètres cubes par kilogramme. Alors les états du fluide, donc comme je vous l'ai dit ici en A, je vais être totalement à l'état liquide jusqu'à ma courbe de saturation. Dès que j'arrive, je touche ma courbe de saturation, là je vais voir apparaître ma première bulle de gaz. Hein, donc là, voilà, je suis à l'état liquide. Là, en orange, c'est ma courbe de saturation. Quand je rentre à l'intérieur, en fait, moi, mon fluide de mon point B à mon point C, il va changer d'état. Donc, il va passer de l'état liquide à l'état gazeux jusqu'à mon point C. Donc là, c'est un mélange liquide plus gaz. Et ensuite, après mon point D, hein, je vais être totalement à l'état gazeux. Donc, à mon point D, là, c'est ma dernière goutte de liquide qui se transforme pour après être totalement à l'état gazeux. Ici, donc voilà, ça c'est ce qu'on va appeler la courbe de saturation. Alors les pressions et les températures, donc comme on l'a vu, hein, bah, je vais avoir la même pression ici tout le long de ma ligne, et ma température par contre, elle, on va appeler que c'est isotherme, c'est la même température, elle va être un petit peu différente. Les isenthalpes, pareil, c'est la même enthalpie, l'entropie, donc tout ça on l'a déjà vu, hein, elle va se trouver là, et le volume massique. Alors un cycle frigorifique, voilà, comment ça va se faire. Donc là je vais avoir mon évaporateur qui va prendre de l'énergie en kilojoules par kilogramme, donc on peut voir mon fluide qui va avancer dans mon évaporateur, comme ça. Là, je vais sortir de mon évaporateur, ici, ça va être ce qu'on va appeler la surchauffe, jusqu'à l'entrée de mon compresseur. Là, mon fluide va être comprimé, donc on peut voir qu'on va monter en pression. Là, mon fluide est comprimé, sorti de mon compresseur. Là, il va sortir, il va rentrer dans mon condenseur, donc il va subir une désurchauffe
par ici, là, ça va être l'entrée de mon condenseur, mon fluide rentre dans mon condenseur, il subit encore une dessurchauffe jusque là. Là, je vais voir apparaître ma première goutte de liquide dans mon condenseur, et donc là, mon fluide va se transformer d'état, il va rejeter les calories qui ont été prises par l'évaporateur, et donc de ce fait, mon fluide change d'état. Il passe de l'état gazeux à l'état liquide. Jusque là, sort dernière molécule de gaz qui se transforme en liquide. Là, ici, c'est ma zone de sous-refroidissement. Mon fluide continue d'avancer dans ma ligne liquide, ici, jusque là. Et là, ça va être l'entrée de mon détendeur. Et là, mon fluide va subir une détente isenthalpe. Donc là, chute de pression. Et là, mon fluide va être froid et va rentrer dans mon évaporateur, et ainsi de suite. Alors pour ça, pour bien comprendre le fonctionnement, on va voir un petit peu un diagramme, le fonctionnement du diagramme. Allez, c'est parti. Alors donc là, voilà notre diagramme. Ici, on va retrouver le diagramme, et là, on va retrouver notre circuit frigorifique. Donc là, vous allez voir que d'un côté, on va voir la petite bille verte qui va avancer et qui va représenter mon flux frigorigène qui avance dans mon installation. Donc là, on retrouve le condenseur, le réservoir liquide, mon détendeur et l'évaporateur. Et puis là, de ce côté-là, j'ai mon diagramme enthalpique. Donc ici, j'ai mon fluide qui va être à état liquide, là mon fluide qui va être à état liquide plus gazeux, et là qui va être à état gazeux. Donc sur les abscisses, je vais retrouver l'énergie en kilojoules par kilogramme, et sur les ordonnées, je vais retrouver la pression. Donc c'est parti, nous allons voir un petit peu comment ça évolue. Donc tout d'abord, mon fluide va rentrer dans mon condenseur. Voilà, donc pardon, dans mon compresseur. Donc là, regardez, il rentre dans mon compresseur, il subit donc une compression. Voilà, il va sortir de mon compresseur. Là, il va subir la désurchauffe. Entre le compresseur et le condenseur, je vais subir donc une désurchauffe, et là, je vais rentrer dans mon condenseur. À partir de là, mon fluide se transforme d'état. Il va passer de l'état gazeux à l'état liquide, il évacue ses calories à l'air. Ensuite, il rentre dans ma ligne liquide, je suis totalement à état liquide, regardez là je suis à l'état liquide, jusqu'à l'entrée de mon détendeur, où là je vais avoir une chute de la pression. À partir de là, mon fluide va rentrer dans l'évaporateur, il va prendre plein d'énergie, il va se charger en énergie, hein. Et à la sortie de mon évaporateur, c'est donc la surchauffe, et là jusqu'à l'entrée de mon compresseur, et après on refait un cycle complet, et ainsi de suite. Mon fluide après va toujours refaire exactement le même cycle. Donc voilà, nous avons vu un petit peu ce que ça peut donner, un cycle complet avec un circuit en corrélation du diagramme enthalpique. Alors les différents types de COP, donc comme on a vu le diagramme, bah, ce diagramme va nous permettre éventuellement de calculer différents éléments, comme par exemple le COP. Alors le COP, il est intéressant parce qu'il va nous donner plusieurs indications. Tout d'abord, nous allons avoir ce qu'on va appeler le COP théorique froid. Donc le COP théorique froid, bah, c'est tout simplement la puissance de l'évaporateur sur le travail du compresseur. Donc le symbole du haut, ça veut dire puissance, c'est FiO, donc puissance de l'évaporateur, et WTH, c'est le travail du compresseur. Donc la puissance de l'évaporateur, on pourrait très bien la nommer QM, donc on peut le voir là, hein, QMFF, fois l'enthalpie du point 1 moins l'enthalpie du point 5. Alors en général, l'enthalpie du point 1, ça peut être par exemple, je sais pas moi, l'entrée du fluide dans mon évaporateur, et l'enthalpie du point 5, ça peut être la sortie, hein. Bon, ça à vous déterminer, mais en gros, il faut prendre la différence d'enthalpie de l'évaporateur sur la différence d'enthalpie du compresseur, multiplié par le débit massique du fluide frigorigène qui circule dans mon installation. Donc le débit massique est en kilogrammes par seconde, hein, et l'énergie, hein, la différence d'enthalpie, c'est en kilojoules par kilogramme. Donc à la fin, ça me donne ça va me donner des kilojoules par seconde, hein, ce qui va me donner des watts. D'accord? Donc ça, c'est le COP théorique froid. Ensuite, on peut avoir le COP idéal de Carnot, hein, froid. Donc là, c'est pareil, ça va être ma température d'évaporation. Donc ça, par contre, la température d'évaporation, ça va être en Kelvin et non en degrés, hein, Celsius. Donc on va prendre la température d'évaporation en Kelvin, sur la température de condensation, moins la température d'évaporation, et ça va nous donner un COP idéal de Carnot, hein, ce qu'il faudrait pour que l'installation fonctionne bien.
Ensuite, on a également le COP idéal de Carnot en chaud, donc là ça va être l'inverse, on va prendre la température de condensation divisée par la température de condensation moins la température d'évaporation. On a encore un autre COP, ça s'appelle le COP théorique chaud, cette fois-ci, donc là celui-là par exemple il va être intéressant pour les pompes à chaleur, hein, c'est celui-là qu'on va utiliser pour les pompes à chaleur. Donc ça va être la puissance de condensation sur le travail. En gros, c'est qu'est-ce que je vais utiliser comme quelle énergie mon compresseur va utiliser par rapport à ce que je vais fournir au niveau de mon condenseur, hein. Donc là, pareil, on retrouve les mêmes formules, hein, c'est le débit massique sur ma différence d'enthalpie du condenseur, divisé par mon QMFF, fois ma différence d'enthalpie de mon compresseur. On va voir le COP réel, donc lui, il va être, c'est lui qui va être le plus intéressant au final, hein, sur une installation, parce que là, je vais prendre ma puissance de mon condenseur sur ma puissance électrique. Donc lui, mon COP réel, en fait, je vais dire, bah voilà, par exemple, pour l'exemple d'une pompe à chaleur, bah, je vais dire, voilà, mes radiateurs fournissent tant de kilowatts en chaud, et ma pompe à chaleur, elle, elle va consommer, d'un point de vue électrique, hein, avec la consommation de mon compresseur, la consommation des pompes, des circulateurs, des électrovannes, et ainsi de suite, elle va consommer tant d'électricité. Donc en fait, je vais diviser l'électricité que je produis en chaud, enfin l'énergie que je produis en chaud, sur ce que ma pompe à chaleur consomme. Alors en général, on peut avoir des COP de 2, de 3 ou de 4. En gros, ça veut dire que je vais prendre 1 kilowatt en puissance électrique, et ma pompe à chaleur, elle va en fournir 3. Par exemple, une chaudière, elle va prendre 1 kW de gaz et elle va en fournir 1, si elle a un rendement entre guillemets de 100%. Donc là, on peut voir qu'une pompe à chaleur, c'est plus intéressant. Et donc, plus le COP est élevé, plus le COP réel est élevé, plus ma pompe à chaleur sera donc performante, hein. Et ce qui est le plus intéressant au final, c'est le COP réel. Et puis ensuite, on a l'efficacité de l'installation, hein. Donc là, l'efficacité, on va faire le COP réel sur le COP de Carnot. Le COP de Carnot, ce serait le COP idéal de l'installation, hein. Voilà un petit peu pour les différents types de COP et pour ce thème. Alors encore, là aussi, vous allez avoir un petit QCM, l'histoire de voir si les compétences sont acquises ou non.